Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir Dr Thierno Birahim Aw. Il est le directeur général du CETUD, c'est le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Suite à l'arrêté pris hier, comme vous le savez, la nouvelle mesure lève toute restriction dans le secteur des transports. C'est donc un retour à la normale dans un des secteurs les plus névralgiques de l'économie nationale, comme nous l'explique Fatou Diouf. C'est une bonne nouvelle pour les usagers et les transporteurs. Entre attentes longues aux arrêts et pertes économiques chez les opérateurs, le secteur du transport public a subi de plein fouet cette crise sanitaire liée à la Covid-19. 6 mois après, le gouvernement a décidé de lever certaines restrictions. Dans un cadre vraiment concerté au sein du gouvernement, il a été pris la décision d'autoriser de nouveau les places assises et debout. Il faut rappeler qu'en transport urbain, les standards internationaux pour les normes de confort sont jusqu'à 6-8 personnes par mètre carré. Il est autorisé en urbain d'exploiter des places assises et debout. Cette décision a été prise par le ministère de tutelle à travers l'arrêté numéro 02-04-75, un retour à la normale avec 2 fortes recommandations. Le port de masque est obligatoire toujours pour les passagers, pour tout le personnel à bord du véhicule. La deuxième interdiction forte, c'est l'ouverture des portes pendant que le véhicule est en train de rouler. Ça permet d'éviter l'extrême surcharge. Enfin, il a été demandé aux opérateurs, c'est la deuxième obligation forte, de faire un nettoiement désinfectant des véhicules systématiquement au moins une fois par jour. Pour éviter la surcharge, des mesures d'accompagnement sont aussi prises. On va travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales aussi, avec les opérateurs, pour éviter surtout de surcharger les gares avec des activités qui ne dépendent pas de la fonction transport. Nous allons aussi continuer, comme nous le faisons depuis le mois de mars, à sensibiliser, à communiquer avec les opérateurs. À cet effet, le ministre des Transports a mis un comité de pilotage et un comité de technique qui continue à fonctionner en termes d'animation. Les autorités comptent sur l'aide des forces de l'ordre pour une application stricte de ces mesures, mais aussi sur le sens de la responsabilité des Sénégalais. Thierno Birahim Aw, bonsoir. Bonsoir, Le Gaël. directeur général du CETUD, on l'a entendu dans ce reportage. Attentes longues, pertes économiques, un secteur atteint au cœur. 6 mois après, vous levez les sanctions. C'est du baume au cœur finalement pour tous ces acteurs qui sont dans le transport. Véritablement, c'est une véritable bouffée d'oxygène, à la fois pour les passagers et pour les opérateurs. Je voudrais d'abord rappeler quelques éléments de contexte. Comme vous le savez, le premier cas importé au Sénégal a été enregistré le 2 mars 2020. Immédiatement, le ministère en charge des transports terrestres a compris très vite qu'il ne fallait pas que les services de transport soient le véhicule privilégié de transmission de la maladie. Donc la première réunion a été présidée par M. le ministre El Hadj Omar Youm le 17 mars précisément. Ensuite, on a eu le 23 mars la déclaration du chef de l'État, un jalon très important, avec la déclaration de l'état d'urgence, le couvre-feu. Immédiatement, au lendemain, il y a eu l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre des Transports, avec la limitation de la capacité des véhicules globalement à la moitié des places globalement. Nous avons vraiment parcouru cette période assez dure en accompagnant les opérateurs qui ont eu des déficits assez conséquents. Pour Dakar Dem Dikk, c'est de l'ordre de 70% de perte de capacité, mais aussi de perte de recettes. Pour les AFTU, nous le savons, des opérateurs privés qui s'endettent, même avec l'accompagnement de l'État, ça a été quasiment 50% de perte de recettes. Là, ce que je souhaite préciser, c'est que cette décision du ministre s'inscrit dans un contexte, s'inscrit dans une planification, dans une cohérence aussi avec les décisions du ministère de la Santé. J'allais vous demander un peu les motivations d'une telle décision aujourd'hui. Absolument. Ce qu'il faut rappeler, c'est que graduellement, nous avons assoupli les mesures de restriction en juin déjà.
nous avions autorisé de nouveau l'exploitation du transport urbain, l'ouverture des gares, du transport interurbain, pardon, l'exploitation aussi des gares interurbaines. Et nous avons suivi globalement les indices d'expansion de la maladie avec le ministère de la Santé et mesurer les effets que ces mesures de restriction ont pu avoir, effets favorables sur la limitation de la transmission. Désormais, il faut rappeler quand même que l'activité a bien repris. Nous sommes dans un contexte de relance de l'économie. C'est le dernier maillon, en fait, de la chaîne où il y avait encore des interdictions. On est là devant les dernières mesures qu'il fallait lever pour l'État. Les dernières mesures. Et je pense que faites un benchmark un tout petit peu pour voir les autres grandes agglomérations en Afrique et dans le monde. Je pense que vraiment le Sénégal a mené une stratégie très claire, une stratégie assez transparente, et c'est ça qui nous vaut d'ailleurs les résultats qui ont été annoncés il y a quelques jours, où on se place en deuxième position sur la stratégie de riposte après la Nouvelle-Zélande. Donc, lever ces mesures, il était temps parce que l'activité a globalement repris. L'offre est structurellement déficitaire dans les villes. Il y a plein de gens donc, il fallait soulager à la fois les passagers qui subissaient la pénibilité des déplacements. Et il y avait un deuxième enjeu vraiment très fort, c'est d'éviter aussi le risque d'effondrement vraiment du système de transport public organisé et en substitution un transport complètement illégal, ce que nous combattons depuis 2005 et renforcé depuis 2015 à Dakar et à l'intérieur du pays. Donc ça s'inscrit aussi dans un contexte de relance avec un discours clair. Le discours, c'est que la responsabilité individuelle doit être de mise. Nous allons compter aussi sur la discipline collective, mais aujourd'hui, ce qui va être important pour chaque passager, pour chaque opérateur, et c'est ce qu'indique l'arrêté, l'obligation de port de masque. Des astreintes quoi, liées à l'intérieur, au masque. Exactement, l'obligation du port de masque à l'intérieur du véhicule. Les véhicules doivent être fermés, c'est pour éviter l'extrême surcharge. Ensuite, les opérateurs sont soumis à l'obligation d'un nettoiement désinfectant des véhicules au moins une fois par jour. C'est utile de rappeler que pour les transports urbains, définitivement que l'exploitation se fait avec les places debout et les places assises. Comme ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, les normes de confort se mesurent avec le nombre de personnes au mètre carré. Ça peut aller jusqu'à 6 et l'extrême surcharge, c'est 8 personnes par mètre carré et c'est encore toléré dans les grandes agglomérations. Oui, allez-y. Malgré cette restriction, cette levée des restrictions, vous décidez de rester sur les standards internationaux. Il faut le concéder, rien ne sera plus comme avant quand même dans le secteur des transports. Forcément, les gens vont devoir changer à bien des égards. Exactement, et je pense que nous avons intérêt à tirer un maximum de leçons de cette pandémie. Globalement, les véritables discussions doivent être comment transformer toutes ces faiblesses que nous avons décodées, toutes ces points de vigilance qu'il faut tous ces points de vigilance qu'il faut surveiller et dessiner demain un avenir meilleur pour les transports publics, pour les Dakarois. C'est d'autant plus important que la ville est en train vraiment de subir la tension générée par l'ensemble de ces réseaux, parce que Dakar, comme vous le savez, c'est 50% de la population urbaine du pays. Cette population double en 2040 et il va falloir faire avec les transports publics qui ont été affaiblis par la pandémie. C'est ça qui rend d'ailleurs encore plus important, encore plus, j'allais dire,
perspicace la vision du chef de l'État avec l'introduction des transports de masse, le TER, le BRT avec une restructuration globale du réseau de transport public qui va permettre d'avoir le confort, la sécurité, la régularité et qui va nous permettre aussi de repenser des modèles économiques et des modèles d'exploitation plus résilients, plus aptes à faire face à ce type de pandémie. On imagine aujourd'hui que ces mesures ont été prises en concertation avec les différents opérateurs, les acteurs de manière globale, puis c'est un secteur qui reste finalement très compliqué. Absolument, c'est l'occasion de rendre d'ailleurs un hommage appuyé à ces opérateurs. Vous comprenez bien que depuis mars, ça a été extrêmement dur avec la chute de recettes, mais le comité de pilotage mis en place au sein du ministère sous la houlette de Maître El Hadj Oumar Youm a permis vraiment d'avoir un cadre de discussion, de concertation, d'application aussi stricte des mesures, surtout pour le transport urbain qui devait être de manière très claire le véhicule qui allait contribuer le plus fortement à l'expansion de la maladie. Ça n'a pas été le cas et d'ailleurs les statistiques le prouvent à suffisance. On n'a pas eu beaucoup d'opérateurs dans nos réseaux, Dakar Demdik, Aftou ou de taxis qui ont été des personnes malades du coronavirus. En tout cas, on n'a pas eu ces remontées d'informations et donc ça peut laisser à croire que la sensibilisation a été efficace au niveau de notre sous-secteur. Vous aviez estimé le manque à gagner à plus de 24 milliards, hein, disons, pour le transport de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les conditions sont réunies pour que le transport puisse très rapidement retrouver ce manque à gagner? 24 milliards par trimestre, hein, c'est ça qu'il faut énorme, rappeler. hein? C'est énorme. Pour donner un autre chiffre, nous avons mesuré rien que sur le réseau Dakar Demdik et Aftou la chute du nombre de passagers qui étaient transportés, qui passe à 70 millions le premier trimestre, à 30 millions le second trimestre. Donc là, ce qu'il faut comprendre avec ce message, c'est que 40 millions de passagers ont peu ou prou fait des tactiques de mobilité pour faire leurs déplacements, pour contribuer à l'économie. Et c'est là où, effectivement, il était aussi important, après des étapes d'évaluation, de lever la dernière mesure de restriction qui restait sur le transport urbain, mais avec des obligations fortes qui permettent de respecter les gestes barrières et de rester aussi sur la logique de confinement de la maladie. Donc les pertes sont effectivement énormes, mais rappelez aussi que l'État était là, à côté des opérateurs. Le chef de l'État a décidé de faire une injection directe de ressources. 8 milliards 250 millions ont été distribués pour contribuer à la stratégie de résilience, sans compter les actions transversales qui ont été prises typiquement pour les entreprises formalisées qui ont pu bénéficier de reports de traite ou de prêts à des taux un peu plus favorables. Maintenant, il faut commencer à préparer la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de repenser les transports pour être plus résilients. Et ça, c'est la communauté de transport qui se pose aujourd'hui les questions parce que vous avez pu voir que globalement, la maladie déteste les foules, déteste les rassemblements et donc nous devons repenser tous nos modèles économiques. C'est là où vous avez des gares routières dont on connaît un peu le taux de fréquentation. Autant l'État s'est appuyé sur ce levier de transport pour limiter la propagation aux premières heures de la pandémie, autant aujourd'hui vous devez jouer également un rôle dans le cadre de la résilience de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui l'ouverture des gares avec des mesures d'accompagnement permettra justement de participer à cet effort national de réduction de la propagation de la maladie? Absolument. Nous sommes en train d'ailleurs de préparer une journée avec les opérateurs qui sera présidée par le ministre Oumar Youm dans quelques jours. Ce sera l'occasion de vraiment tirer un bilan exhaustif
de cette période qui a été extrêmement difficile pour le monde. Mais pour le Sénégal, il faut aussi se rappeler des perspectives de croissance que nous avions et qui sont revues aujourd'hui à la baisse. Donc, il ne s'agit pas que des transports. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi que s'inscrivent une vague de réformes que nous sommes en train de mener au sein du ministère. Nous avons découvert aussi avec la pandémie qu'il y avait une possibilité de réorganiser l'activité, d'engendrer ainsi plus de ressources, de réduire la congestion automobile et la pollution. Nous avons vu avec la maladie qu'il fallait effectivement adresser la question de la modernisation des gares, mais ces sujets-là, on y travaille tous les jours et là, la vague de réformes va s'ajuster à cette nouveauté pour effectivement faire de sorte que les espaces soient mieux aménagés, mieux maîtrisés, que les espaces tiennent compte demain de la possibilité de distanciation physique avec la contrainte objective que nous aurons, c'est l'équilibre de l'exploitation qui sera encore fragile et des modèles d'investissement et de financement à trouver. Mais globalement, ces questions-là sont urgentes et demandent des solutions pratiques pour l'ensemble des agglomérations. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est en avance à travers ces projets structurants de transport public avec le choix fait de réduire globalement la densité urbaine avec l'aménagement de pôles urbains pour déconcentrer un tout petit peu les activités humaines, mais aussi le choix fait d'avoir des modes de transport confortables qui vont puiser le maximum de ressources sur les nouvelles technologies. Ça contribue aussi à la planification des déplacements et donc à la réduction de l'affluence, mais qui tiennent aussi compte de l'environnement et de la qualité de vie des populations. Vous parlez des transports de confort. Parmi ces acteurs, vous avez Dakar Dem Dikk, vous avez AFTI, vous avez les Ndiaga Ndiaye. Parmi les obligations qui accompagnent un peu l'arrêté, il y a le port de masque. En revanche, il y a des acteurs que vous ne maîtrisez pas, c'est le transport clandestin qu'on appelle les clandos. Pour ces gens-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors pour ces gens, il faut simplement renvoyer à la loi, hein. Nous le faisons très souvent et nous sollicitons à chaque fois que de besoin l'appui des autorités administratives, de la police et de la gendarmerie. Il faut simplement rappeler que c'est puni par la loi et ça va jusqu'à des peines de prison. Le transport, en fait, est défini par deux conditions. Il faut l'agrément, c'est l'accès à la profession, et il faut la licence d'exploitation pour le véhicule. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout ça, ils continuent d'opérer. C'est un marché organisé, donc ils opèrent depuis des générations. Je pense qu'ils trouvent encore un créneau parce que l'offre est un tout petit peu déficitaire dans les grandes agglomérations. C'est pour ça que 1000 milliards sont injectés avec le projet de BRT et de TER et nous sommes en train de travailler sur le réseau de raccordement qui va demander un investissement de 400 milliards phasé avec 200 milliards dans un premier temps. Mais globalement, il faut quand même dire que le transport est organisé et que le transport illégal vous allez vous attaquer est soumis à ça dès que vous à aurez des fini sanctions. vos projets. C'est un combat en continu et vraiment, ça fait partie d'ailleurs d'un des axes qui ont aussi favorisé cet arrêté, enfin, la levée des restrictions. La levée des restrictions, parce que le risque était de voir globalement un système s'effondrer, sans compter la pénibilité pour les usagers. Oui. Et d'ici là, pour l'application de cette mesure-là, ou bien de ces mesures, vous allez travailler en collaboration avec le commandement territorial, les forces de sécurité. En permanence, c'est un travail en continu, comme je disais. Nous avons besoin dans notre mission de régulation de protéger les opérateurs qui ont accédé normalement à la profession, qui ont fait de l'investissement. C'est aussi pour des raisons de sécurité et de sûreté. Donc ce travail-là, nous le menons en continu, avec ou sans coronavirus. Vous avez parlé tantôt d'aller vers de nouveaux modèles d'exploitation du système de transport. À quoi, dans ce secteur-là, devrait-on s'attendre dans les mois ou les années qui viennent? Je pense que le premier jalon, c'est ce qu'on est en train de finaliser et
C'est marqué d'ailleurs par la nouvelle loi d'orientation des transports terrestres qui va être suivie par ces décrets d'application avec l'ambition clairement du Sénégal de faire de la modernisation des transports publics de voyageurs une priorité. Nous allons aussi mettre de l'énergie sur le renforcement de capacité des acteurs pour les professionnaliser, pour le respect aussi des conditions contractuelles pour les travailleurs et globalement faire de sorte qu'on puisse faire contribuer les transports terrestres dans l'objectif de croissance économique, faire contribuer aussi les transports dans l'objectif d'équité sociale et territoriale, mais surtout leur faire jouer pleinement leur rôle dans les objectifs de réduction des émissions de polluants et donc d'amélioration de la qualité de l'air. Donc ces réformes-là exigent pour nous vraiment, pour Dakar, donner la priorité au transport collectif. C'est pour ça que le CETUD a initié le plan de mobilité urbaine soutenable Horizon 2035 qui va être arrimé au PSE, un PSE ajusté naturellement en tenant compte du passage de la Covid-19. Ça nous ramène à ce fameux projet aussi gigantesque que les autres, hein, le projet du bus rapide transit, vous appelez communément BRT. Quelle est aujourd'hui l'évolution du projet? Le projet avance bien, a un peu subi, comme tous les grands projets de l'État, l'impact de la Covid-19. Le choc du Covid-19 Absolument, mais dans des mesures raisonnables, parce que comme vous le savez, une partie de l'expertise est mobilisée à l'international et il y a eu une rupture pour le transport aérien. L'entreprise CRBC qui nous a habitués à respecter ces échéances, hein, c'est cette même entreprise qui avait livré Ila Touba, qui travaille sur le BRT après une compétition complètement transparente, nous rassure sur les délais avec l'AGEROUTE qui est notre maître d'ouvrage délégué. Globalement, ce projet a l'ambition de transformer complètement le corridor entre la préfecture de Guédiawaye et Petersen sur 18 km. Nous allons transporter 300 000 voyageurs par jour. L'investissement est important. Nous sommes sur 300 milliards avec 60% globalement de contribution de la Banque mondiale et les passagers verront leur temps de parcours réduit de moitié, de 90 minutes à 45 minutes, 1h30 à 45 minutes. Un gain de temps énorme. Hein? Des emplois, et absolument, ce gain de temps est important parce que le temps perdu dans la congestion avec les externalités liées à l'automobile coûte et nous sommes en train de réévaluer d'ailleurs les externalités négatives liées au transport qui étaient estimées en 1998 à plus de 100 milliards. Ce projet est important parce qu'il faut rappeler aussi que Dakar génère globalement 7,2 millions de déplacements par jour. Seulement les 30% sont motorisés. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de motorisation aussi encore très faible, de l'ordre de 25 véhicules pour 1000 personnes. Quand vous prenez les standards des pays développés, c'est 500 véhicules pour 1000 personnes. Donc cela justifie la vision de transformation vraiment structurelle de la répartition modale en misant sur les transports publics qui rendent les villes performantes, transporter le maximum de gens avec des bus sur leur voie dédiée, sur le TER, avec un réseau restructuré et en faisant de sorte qu'on relève ainsi la qualité de service des transports publics pour les captifs déjà de ce mode, mais surtout que demain, vous ou moi, les autres cadres puissent abandonner leur voiture pour prendre ces transports public, capacitaires. Ouais, de masse, ouais. Voilà. Comme ailleurs, ça se fait en Asie ou en Europe. Absolument. Pour les gens qui sont, enfin, les quartiers qui sont traversés par ce projet-là, les gens ont hâte quand même que cela finisse, puisqu'il y a des désagréments un peu dans la mobilité, c'est le prix à payer.
vous confirmez que l'entreprise livrera le projet dans les délais impartis? Je pense qu'on a une période de désagrément pour le meilleur, parce que aujourd'hui, Dakar a clairement besoin d'être relifté à la fois sur son aménagement urbain, mais aussi sur les services de transport que nous fournissons. L'entreprise, comme je disais tout à l'heure, nous rassure sur les délais. Aujourd'hui, nous avons la conviction que c'est possible parce que pendant la pandémie, les activités qui n'étaient pas possibles, surtout les activités qui n'étaient pas possibles à faire parce qu'il y a eu réduction d'ouvriers dans les chantiers, il y a eu limitation de voyages pour les experts à l'international. Nous nous sommes adaptés. Il y a eu souvent des réunions tenues en visioconférence et les briques d'activités qui pouvaient s'effectuer sans contrainte, on les a mis en priorité. Et donc, cet aménagement, je pense, nous permet de rester optimiste. Dans un rythme d'exécution normal. D'être dans un rythme d'exécution normal et surtout, nous avions comme cap les JOJ 2022. Malgré le report de cet événement international, nous restons sur nos délais. Là, l'objectif, c'est vraiment de tenir les délais et d'offrir un transport de qualité au Dakar. Ça coûte 300 milliards, vous avez dit, puisqu'il y a quand même des voix qui se sont un peu levées par rapport au coût du projet. Vous confirmez que c'est ça? Il n'y a pas d'avenant, il n'y a rien? Bon, je pense que 300 milliards, 300 000 voyageurs, c'est très raisonnable. Surtout, ce qu'il faut dire, les projets ne se comparent pas à des coûts unitaires. Si vous prenez le BRT... Je parlais du coût de réalisation. Absolument, de ce projet. Je vais en venir. C'est-à-dire que si vous prenez le marché d'infrastructures et des systèmes qui sont propres au BRT, c'est un budget de 136 milliards. Hein. Bon, maintenant, il y a tout ce qu'on fait à côté. L'actualité, c'est l'assainissement. C'est l'occasion de dire, par exemple, que 15% du budget lié aux travaux est dédié à l'assainissement. Donc, nous venons aussi renforcer le dispositif de l'ONAS sur un corridor qui péniblement quand même vit les périodes hivernales. Nous allons relever le dispositif de l'ONAS, faire une vingtaine de bassins versants et aménager les zones où l'assainissement gravitaire était encore insuffisant. Donc, à côté de ça, il y a une transformation urbaine qui se fait sur le corridor. Il y a des aménagements paysagers. Nous faisons un aménagement façade à façade avec tout ce qu'il faut en relation avec les collectivités territoriales. Voilà, de l'équipement urbain, des stations d'envergure, des zones Wi-Fi pour les jeunes. Voilà, c'est un projet qui est ambitieux. Qui a un coût raisonnable parce que les marchés sont compétitifs, les marchés sont publiés à l'international pour que les entreprises compétentes compétissent en relation avec les entreprises locales puisqu'il y a une forte volonté d'avoir un contenu local. C'est comme ça que nous avons d'ailleurs jusqu'ici connu les jalons de succès que nous avons parce que les opérateurs de l'AFTU, de Dakar Dem Dikk sont intégrés, mais aussi nous avons tenu compte dans le marché des travaux de l'accompagnement de nos entreprises locales et l'exploitation demain tiendra compte aussi de la nécessité de faire du transfert de technologie et de compétences avec une partie de participation de la société de capital qui va être réservée pour les opérateurs locaux, pour l'État du Sénégal. Ça, c'est pour demain, mais pour aujourd'hui, est-ce que côté emploi, on sait que vous êtes générateur d'emplois avec ce projet-là, qu'en est-il des jeunes qui habitent tout le long du tronçon, du linéaire qui abrite ce projet-là? Alors, le PGES, Plan de gestion environnementale et sociale, est extrêmement rigoureux dans sa mise en œuvre pour ce projet classé A de la Banque mondiale. Donc nous veillons à un ensemble d'indicateurs et parmi ces indicateurs, l'emploi local le long du corridor que nous suivons avec les clubs d'information et de suivi, les collectivités territoriales et avec l'AGEROUTE. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une montée en charge progressive. Il y a combien d'emplois? 1500 emplois à terme, donc sur les travaux. Il y a une montée en charge progressive. À date, nous sommes sur 500 emplois globalement. Et la majorité des emplois sont détenus par des Sénégalais. Hein.
Donc ça, il faut le préciser. Pendant la phase d'exploitation aussi, nous allons générer des emplois avec la volonté à terme dans l'exploitation d'avoir 50% d'emplois féminins. C'est important pour nous. Aujourd'hui, vous en avez fini avec tout ce qui est libération d'emprise, tout ce qui est indemnisation, ces détails-là. Parfaitement, je suis capable de vous dire que nous avons complètement fini le processus de conciliation et quasiment de paiement. J'ai fait une dernière réunion juste cet après-midi avec mes équipes. Le taux de paiement est à 98% sur environ 12 milliards sur les 18 kilomètres. Aujourd'hui, la libération d'emprise se passe bien. Vous avez suivi l'actualité. La moitié du corridor est libéré. Les travaux sont en cours entre la préfecture et l'échangeur Aliou Sow. Bientôt, nous allons attaquer la seconde partie du corridor de l'échangeur Aliou Sow à Petersen avec déjà l'ouvrage qui va se situer à Liberté 6 qui est libéré, le rond-point Liberté 6, et un autre ouvrage de franchissement va être à Casby, plus le pôle d'échange à Grand Médine. Ces espaces-là qui étaient les plus durs peut-être sur le processus de libération d'emprise sont derrière nous et nous sommes optimistes sur les délais de réalisation. D'accord, on est en période d'hivernage, il y a beaucoup d'eau dans cette zone-là. Est-ce que l'eau ne freine pas un peu l'élan, les activités, les ouvrages se portent bien? Pas trop. Je suis capable de tirer un bilan positif de ces aspects-là parce que nous avons autour du gouverneur de la région de Dakar un comité en fait de suivi de l'ensemble des réseaux d'assainissement, de transport, réseaux informatique et téléphonie, avec la nécessité de coordination de nos interventions pour la performance globale de nos projets. Les dernières informations montrent que le corridor se porte globalement bien. Il y a quelques points bas sur lesquels nous agissons de manière très pratique avec Agoroute, avec l'ONAS, avec les mairies parfois en renforcement d'autopompes. Je peux citer le cas de Grand Médine avec le maire de la Patte d'Oie. Et on va même au-delà pour appuyer les populations au-delà du corridor. Parfois, nous avons des sollicitations sur 200 mètres derrière le corridor et nous intervenons parce que l'objectif globalement, c'est quand même que le projet se passe bien et que les populations soient prises en charge pendant cette phase travaux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Vous étiez là pour nous parler de la levée des restrictions dans le secteur des transports, mais également du projet bus rapide transit. Merci beaucoup. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.